Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Draftered, l'émission qui cherche à vous parler un petit peu plus du format limité de Altered. Pour la première fois, vous allez voir mon petit visage, mais ça va en fait de pair avec le fait que sur la première partie de la vidéo, je vais pas avoir grand-chose à vous montrer, surtout des choses à vous dire, car on va débriefer la l'AP en fait de Montréal, l'AP qu'on a eu l'occasion de faire hier, donc vendredi. On aura l'occasion d'en refaire un demain, donc dimanche, sur Montréal aussi. Et ça va me permettre d'aborder avec vous quelques petites parties sur cette AP. On va déjà commencer par le fait que c'était un excellent AP, qu'on remercie le Card Brawler qui a organisé cet événement sur lequel il y avait plus d'une vingtaine de personnes, ce qui représente un assez gros événement sur Montréal. Je sais que vous avez l'habitude d'avoir des plus gros événements encore en France, mais il s'avère que c'est déjà très correct. Voilà, pour Montréal, c'est vraiment très très bien. Ensuite, quelques petits points sur cette partie-là. Moi, en gros, j'ai réussi à faire 3-2 sur quelques erreurs et aussi sur une unique complètement affreuse qui est sortie 2 fois dans la partie. Un chien avec un effet flèche qui endort des créatures, plus crée un petit token pour vraiment pas cher. Vraiment une unique stratosphérique. Donc, il en existe aussi à l'intérieur de ce set. Voilà, des uniques très fortes comme ça et qui vont permettre de prendre l'avantage de manière excessivement costaud. En plus, c'est une unique hors 10, donc celle-ci, je pense que vous allez l'avoir traînée en partie de temps en temps et qu'elle va réussir à valoir son petit pécule. Voilà, donc au niveau de la méta, alors bon, ce qu'on peut dire, et ça, il n'y a pas d'étonnement, c'est que ça n'a pas ralenti. Voilà, il y a toujours une partie qui dure entre 20 et 30 minutes, donc c'est plutôt correct. Et surtout, on a une méta par contre qui repose davantage sur les permanents. Alors ça, on s'y attendait. J'avais fait une petite présentation de Axiom. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de faire la présentation de toutes les classes, mais ce que je vous réserve aujourd'hui j'espère en tout cas, compenser légèrement le fait que j'ai pas pu vous faire toutes les classes en termes de revue. Donc, au programme aujourd'hui, je vais vous parler donc de la méta, bien sûr, de la paix. On va parler des cartes qui ont été impressionnantes, de celles qui ont été un peu moins impressionnantes. Je vais aussi en profiter pour vous montrer le deck que j'ai pu construire en scellé. Et ce qu'on fera, parce que je pense que c'est un exercice qui est assez intéressant, c'est que j'ai pris l'ensemble des cartes que j'avais reçues à l'intérieur de mes boosters de scellé et on va essayer de refaire l'exercice ensemble de la construction de ce deck. Je sais déjà que on va avoir la possibilité de voir une deuxième variation du deck possible. On essaiera de la faire ensemble, ce qui permettra de faire en sorte que vous ayez une meilleure notion de comment est-ce qu'on construit un deck de scellé assez rapidement. Donc il y a une quarantaine ou une cinquantaine de minutes pour construire ce deck, donc il faut aller quand même assez vite. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut le faire assez rapidement pour avoir une bonne idée de comment vous pouvez le faire la prochaine fois que vous faites soit une AP, soit un draft, soit un scellé. Voilà, donc déjà commençons par parler de la méta. Alors la méta, elle va reposer beaucoup cette fois-ci sur les permanents. On avait déjà une bonne idée du fait que c'était autour de ça que ça allait s'articuler, mais il s'avère que c'est encore plus violent que ce qu'on pensait. Le fait de faire des 5-5, en fait, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Je pense que on n'aura pas exactement la même méta en construit, mais pour ce qui est du scellé et du draft, effectivement, il y a peu de possibilités de retirer les permanents. Donc, quand ils se déclenchent, ils font souvent une grosse différence. Donc, ça va probablement faire beaucoup, beaucoup de dégâts, cette nouvelle méta à base de permanents. La deuxième chose qu'on a remarqué sur le set, c'est que les sorts de contrôle sont très 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 forts. Par exemple, Blizzard, c'est très fort.
par exemple, Avalanche, c'est très fort. Par exemple, Perdu dans les bois, c'est très fort. Bref, tous les sorts, on a aussi Gelé, etc. Tout ça, Casse-prison aussi, maintenant que ça me revient en tête. Bref, on a vraiment un ensemble de sorts qui est très très fort, qui permet de faire beaucoup de gestion et qui fera très très mal sur cette saison de construit et ou cette saison de draft. Donc ouais, je pense on va avoir beaucoup de travail sur les permanents. Autre chose, au niveau de la puissance globale des héros, on avait pensé qu'il y aurait peut-être un petit peu de mouvement. Alors, bon, dans les nouvelles, Sigismar et Kojo sont god tier, vraiment, ils sont très forts tous les deux, vraiment, vraiment excessivement forts pour notre ami Sigismar, très fort pour Kojo. On a un nouvel invité qui est assez surprenant, c'est Soubash, en fait, qui fait énormément de dégâts avec certains permanents. Donc, ça reste assez costaud. Ça permet aussi de mettre les cartes qu'on souhaite à l'intérieur de sa réserve pour, par exemple, déclencher les effets de réserve. Il y a beaucoup de cartes qui ont que un effet de réserve. Par exemple, Skadi qui a souvent qu'un effet de réserve. Donc, voilà, c'est assez fort. Et Soubash fait de bons résultats. Syrah est pas mal. Et par contre, on a été assez surpris des résultats assez moyens de Fen. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on n'était pas sûr. Moi, le Fen, je me disais que ça pouvait être du tier B. Là, ici, j'ai vraiment l'impression que ça devient moins bon parce que ben, on révèle beaucoup de cartes à l'intérieur de sa pioche et du coup, enfin, à l'intérieur de sa réserve. Mais du coup, c'est pas forcément évident d'arriver à faire quelque chose de correct avec Fen sur cette deuxième saison de Scellé et de Draft. Donc voilà, pour ce qui est des couleurs, j'ai pas été particulièrement impressionné par le vert, donc par Mouna, j'ai pas été particulièrement impressionné non plus par Fen, par donc tout le kit Lyra. Euh, pour ce qui est de Ordis, c'était très fort, mais je pense qu'on a peut-être moyen de drafter même encore mieux que Ordis. Pour moi, le top 3, ça va être Axiom. Axiom, c'est très fort. On a beaucoup de bonnes cartes à l'intérieur d'Axiom sur cette saison. J'aime bien Izmir, qui pour moi va être souvent quelque chose sur lequel je vais splitter pour aller chercher notamment des sorts. Et le troisième choix que je ferai, ce sera probablement Bravos ou Ordis. Voilà, donc ça c'est à peu près les classes sur lesquelles je vais essayer de me diriger. Ça ne veut pas dire que je prendrai pas Mouna, notamment si j'ai beaucoup de perdus dans la forêt. Cette carte étant tellement forte que elle justifierait presque à elle-même seule de faire juste un splash, donc de juste jouer du vert juste pour ça. Voilà, Rin et Argent en termes de héros sont pas incroyables, mais font le travail. C'est du tiers B correct. Bon, bien sûr, on va pas s'étonner sur le fait que Aurak et Ghoulrank sont très mauvais. Sur cette session. On aurait pu penser que Ghoulrank ça irait peut-être un peu mieux parce qu'il avait eu du support et il s'avère que non, c'est pas le cas. Ghoulrank ça reste très très difficile. Donc ouais, le problème c'est que vous prenez tellement de retard que vous n'arriverez pas à le refaire sur la fin. En tout cas, le deck n'est pas construit suffisamment fort pour que vous puissiez derrière arriver à faire des miracles. Voilà, et puis ensuite, ben, moi j'ai quand même eu quelques bonnes surprises sur des cartes en particulier. On va en parler, mais notamment on a des Skadi qui ont fait vraiment beaucoup de travail. Et puis, bah, je vais en profiter pour faire un petit switch de caméra et on va passer sur la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer justement les cartes que j'ai eues pendant cette AP et ce que j'ai réussi à en faire en tant que deck de scellé. Allez, c'est parti pour ce deck. Alors déjà, la première chose à faire, c'est vérifier est-ce que vous avez eu des uniques. Nous, c'est le cas, on en a eu une. Je vous la cache pour le moment parce que je veux pas que vous soyez distraits. Donc, je vous montrerai un petit peu ce qu'elle fait après. Vous attendez pas à une dinguerie, hein. C'est vraiment une carte qui sera ok tiers, on va dire, à l'intérieur d'un deck de scellé, mais elle fera rien du tout en construit. Ensuite, on regarde la liste des héros qu'on a. On regarde ça rapidement, mais on est assez content de voir que Sigismar fait partie de nos possibilités. Ensuite, la troisième étape, ça va être de trier par couleur. Donc ici, on va avoir tout ce qui est Bravos. Ici, on va avoir tout ce qui est Izmir. Ici, on va avoir tout ce qui est
hors 10, le Axiom, hop, le Muna, tac, et pour finir, le Lyra. Ici, la première chose à regarder, ça va être est-ce que on a eu des rares. Donc là, on va commencer avec Bravos. Pour le coup, à l'intérieur de Bravos, on a une seule rare. Ce sont les bottes techniques. Donc les bottes techniques qui vont permettre de ravitailler. Et lorsqu'un personnage, une expédition avance, un personnage perd fugace. C'est une bonne rare qui fera pas mal de bonus, mais est-ce qu'on veut vraiment cette rare spécifiquement dans le paquet? Je sais pas. Par contre, on va aussi vérifier bien sûr le reste des cartes avec un peu d'attention, mais moins que pour les rares. Enclut, c'est fort. Je suis persuadé qu'avec Basira, il y a des trucs à faire. Et il se trouve que on a en possibilité Basira dans nos héros. Le lapin ardent qui gagne fugace, un boost, c'est quelque chose qui peut aussi bien marcher avec Basira. Séringer qui va permettre d'avoir Seringar, pardon, qui va avoir de la pioche. Skadi, qui est l'une des meilleures cartes de l'extension, hein, clairement, en format limité. Gerich, qui est la version que l'on ne souhaite pas vraiment intégrer à l'intérieur de nos decks, hein, ça c'est la version commune, celle qui ne perd pas fugace. Amarok, qui est un très bon tour d'introduction. Est-ce qu'on veut Amarok à l'intérieur de notre deck? Je sais pas. Geyser, qui est un excellent sort de contrôle. Donc ça, pour le coup, Geyser, ça peut être quelque chose qu'on peut envisager. Une deuxième paire de bottes, ici, qui donc, à la différence de la première, ne permet pas de ravitailler. Ça reste quand même une bonne carte avec l'effet qu'on souhaite. Et surtout, un pic saisi par les glaces. Le pic saisi par les glaces, lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne fugace, je gagne un compteur. Et puis lorsqu'on a trois compteurs, on a une 5-5 et des boosts sur chacune de nos créatures. Donc ça, c'est une très bonne carte, ce petit pic. Je pense qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose avec. En tout cas, si on décide de choisir Bravos, c'est clairement l'une des cartes sur lesquelles on va s'appuyer. Deuxième chose, bien, on va aller vérifier la partie Izmir, et puis on va faire ça pour chacune des options que nous a donné notre scellé. Donc ici, on a 4 rares à l'intérieur, le reste des communes. On a un peu plus de cartes que ce qu'on en avait à l'intérieur de la classe Bravos, de la faction Bravos. Donc on a un Bella Senka. Bella Senka, c'est très fort. Donc le fait d'avoir deux cartes épuisées en réserve, on ne savait pas, mais il s'avère que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc effectivement, ça remonte beaucoup l'effet qu'on peut avoir sur cette carte-là, qui est qu'il va gagner un boost. Donc ce sera une 4-1-4, et puis en plus ça nous permet d'exhaust une carte ciblée en réserve. C'est très très fort. Moi j'adore vraiment cette carte-là. Porteuse intrépide, ça permet de ravitailler épuisé 2 fois, c'est très fort, franchement c'est vraiment une top carte, ça aussi, très bonne statistique, donc on a vraiment envie de jouer ça. Le givre, c'est pas une mauvaise carte, je sais pas si on le jouerait, mais en tout cas, le fait d'être capable de défausser une carte épuisée d'une réserve, ça nous permet d'abord de gérer la carte de la réserve, et puis ensuite de nous en séparer grâce à l'effet de cartes épuisées qu'on peut sacrifier. C'est pas mal. Et ici, on a un renfort. Alors, le renfort est pas mal aussi, dans le sens où ça va permettre de créer une 1-1 plus de piocher. Vous verrez que dans cette extension, il y a un peu de pioche, mais il n'y en a pas non plus des milliers. On va continuer ensuite sur les communes. Donc, on a une Reine des Neiges. Alors, ça, typiquement, je jouerai jamais Reine des Neiges à l'intérieur de mon paquet. Larve de Phalène, que j'ai avoir du mal à jouer aussi. J'apprécie assez moyennement cette carte. Le givre, à nouveau, un deuxième givre. Alors, la différence entre le premier et le deuxième, c'est que celui-là va nous permettre de défausser une carte en réserve, pas celui-ci. Ça reste quand même une bonne carte. En fait, tout ce qui va vous permettre d'exhaust une carte en réserve, donc d'épuiser une carte en réserve, ça va vous permettre de réduire les ressources disponibles de votre adversaire. En fin de partie, c'est vraiment extrêmement fort. Aroro, c'est des statistiques, c'est
pas très mal. Voilà, bon, on va souvent le jouer pour être une 4-3-3 pour 4 et une 4-3-3 pour 3, sans faire vraiment son effet. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est possible. La nuée de Phalène, qui est quelque chose qu'on avait jugé déjà d'assez fort. En fait, la nuée de Phalène, c'est tout simplement un ouvrez les gates, un ouvrez les portes, pardon, un open the gate. Donc c'est assez fort. Le gel qui est un sort de contrôle qu'on aime bien. Bella Senka à nouveau, avec la petite différence que celui-ci ne nous permet pas de gagner un boost. Et deux permanents. Le Nilam qui va permettre d'invoquer des 2-2-2 lorsque on va épuiser une carte ciblée. Donc ça c'est quelque chose qui va souvent se produire et donc bah, ça peut permettre de générer du tempo. Par exemple, à chaque fois que vous allez jouer Bella Senka, vous allez pouvoir exhaust une carte, épuiser une carte à l'intérieur de la réserve et créer une 2-2. Donc Bella Senka, en gros, de la main, ça devient une 5-2-5. C'est vraiment pas mal quand même, c'est costaud. Et on a un petit col saisi par les glaces. Col saisi par les glaces. Lorsque j'épuise une carte, je gagne un compteur. Lorsque j'en ai 3, je mets un dragon 5-5-5 dans l'expédition et je pioche une carte. Donc c'est vraiment une bonne carte. Bon, moi je suis assez fan des saisies par les glaces sur cette extension. Très clairement, je vais avoir envie de jouer ce type de permanent. On va ensuite basculer sur Ordis. Donc ici on a d'abord les rares, donc un petit limier, le Scrooge et un Gibil. Alors, Gibil, moi je l'avais pas forcément, enfin j'avais dit que je savais pas trop où me placer sur celle-ci. Bon, il s'avère que je me suis carrément planté, cette carte est trop forte. En fait, c'est très facile d'avoir deux permanents dans cette extension. Alors, ça demande un petit peu de construire son deck autour de ça, mais ça a été très souvent que j'ai pu trigger son effet. Et donc si vous arrivez à déclencher son effet, bah, vous avez tout simplement une 9-9-9 pour 6. C'est exceptionnel en termes de valeur, donc on adore cette carte, on a vraiment envie de la jouer. Le Scrooge, Ebenezer Scrooge, c'est vraiment très fort aussi, surtout la version rare qui va permettre de mettre une carte, en fait, de faire en sorte que toutes les cartes de la réserve coûtent 1 de plus à jouer. C'est une sorte de Robin des Bois, mais qui impacte tout le monde et qui n'impacte que la réserve. Ça reste très fort parce qu'en fait, vos adversaires ont concrètement que des cartes en réserve, beaucoup de cartes en réserve, et donc bah, vous pétez leur plan à chaque fois que vous jouez cette carte. Je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'ai joué cette carte et que mes adversaires avaient prévu des tours, ils étaient toujours en mode ah c'est chiant, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai prévu. Le deuxième avantage de cette carte là, c'est son effet de support. Son effet de support, il est carrément trop fort. Donc vous avez des cartes à 4 qui sont assez costaud et que vous voulez garder, vous allez pouvoir le faire avec ce Scrooge. Donc c'est une très bonne carte. Et enfin, on est très content d'avoir ouvert le limier. Le limier, donc c'est une carte que j'adore, une carte qui va vous permettre d'être joué autour d'eux lorsque vous avez 4 mana. Pour 1, vous ouvrez avec ça et vous jouez une 2-2-1. Votre adversaire en règle générale, bah, derrière, il va regarder, il va dire bon ben c'est pas parfait. Et puis ensuite, on a une lanterne aux phalènes. Alors là, lorsque je sacrifie un personnage non illusion, je crée un jeton illusion 2/2 phalène de mana dans mon expédition et qui me permet de sacrifier un personnage dans mon expédition. Donc en gros, ici, je vois que je n'ai pas l'Indiwi, donc je pourrais pas faire cet effet-là. La seule chose, ce sera peut-être avec Sigismar pour essayer de créer une 2/2 à la place de mon token. Je suis pas sûr que ce soit très rentable de jouer cette carte-là spécifiquement. Ensuite, on a le cri de ralliement. Un personnage gagne un boost, s'il est endormi, il perd endormi. Bon, c'est pas incroyable, je suis pas sûr et certain de vouloir jouer ça. Ensuite, on a Valemon. Est-ce que on veut jouer une carte qui a défenseur? Moi, je pense que ça n'est jamais le cas à l'intérieur d'un draft. Opérateur Nordis, chaque personnage que je joue contrôle. Chaque personnage que je contrôle gagne un boost, ça c'est très fort, c'est une sorte de charge intégrée à une carte. Ça veut aussi dire que je vais devoir poser des créatures, donc pour ça il va falloir que j'ai un deck qui puisse aller trouver de la ressource et jouer plusieurs cartes sur un seul tour sans s'épuiser. Donc ça sera situationnel.
Donda Shen, c'est une des meilleures cartes que j'ai vues, encore une fois, un petit peu comme Bella Senka. C'est un effet flèche, ça permet d'épuiser une carte, ça a des bonnes statistiques, tout ce qu'on veut voir à l'intérieur d'une bonne carte de scellé. La case prison, qui est une carte qui pourra nous sauver des parties et nous faire gagner des parties. Voilà, c'est vraiment typiquement le genre de carte qu'on veut, ça coûte pas cher, c'est vraiment vraiment pas mal. La superviseuse Ordis, qui est une très bonne carte qu'on va avoir en main de départ. Elle a la possibilité de créer une recrue dans son expédition si on est en retard, ce qui peut arriver très facilement au tour 2 ou au tour 3 ou au tour 4, etc. Donc vous allez très souvent aller jouer du côté où vous êtes en retard pour obtenir son effet. Et surtout, bah vous avez le petit effet de support ici qui est toujours sympa et qui vous permet d'invoquer une 1-1 qui fera toujours quelques dégâts. Ça, c'est le genre de truc que vos adversaires ne regardent pas. Et lorsque vous jouez et que vous avez fini votre tour avec votre adversaire dit bon bah c'est bon pour moi, ça me convient, et que là vous sacrifiez ce genre de carte qui se trouve à l'intérieur de votre réserve pour arriver à faire une 1-1 en plus d'un côté, ça met toujours la brouille dans les calculs. On a un deuxième Ebenezer, donc ici on n'a que l'effet de support, pas l'effet de la carte. Ça reste quand même une bonne carte. Et on a une armurière mobile, armurerie mobile. Alors ça, c'est moi une de mes cartes préférées en fait. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir pour un après vous qui est impermanent et qui permet d'obtenir un jeton 1-1-1 recrue. Vraiment, c'est all-in-one cette carte. Elle est vraiment trop trop bien. On a aussi un lac saisi par les glaces. On a été vraiment verni. On a beaucoup de choses saisies par les glaces. Celle-ci, c'est lorsque un personnage non jeton rejoint l'une de mes expéditions. Si elle est en retard, je gagne un compteur épreuve. Si j'en ai 3, j'ai une 5-5-5 et un personnage ciblé gagne endormi. En gros, cette carte, elle va être juste déclenchée naturellement et vous pouvez aussi la déclencher très facilement, lui mettre des compteurs très facilement au tour 2 lorsque vous avez perdu souvent lors du premier tour, on va faire un échange entre le tour 1, lui va avancer d'un côté, moi de l'autre. Et donc bah, grâce à ça, je vais pouvoir jouer de l'autre côté 2 fois et avoir 2 possibilités de mettre des tokens là-dessus, donc des compteurs là-dessus. Et si ça se produit, bah, forcément, je vais pouvoir me faire plaisir et avoir ma 5-5. En début de partie, j'endormirai mes propres créatures. En fin de partie, j'endormirai les créatures de mon adversaire. Ensuite, on a Benzaiten. Benzaiten, c'est une bonne carte en fait aussi, hein. Si l'expédition est en retard, on pioche une carte. Alors, c'est pareil, c'est un peu situationnel, mais ça arrive à se trouver plutôt facilement, ce genre de mise en place. Surtout, c'est une 6-6-6 pour 6, donc c'est beaucoup, beaucoup de statistiques, ça fait beaucoup de dégâts, donc voilà, je suis assez fan. Et on revient donc sur notre Gibil. Clairement, il y a beaucoup de très très bonnes cartes à l'intérieur de notre faction Ordis, donc il y a moyen qu'on se mette à jouer Ordis. Ensuite, on va basculer sur la partie Axiom. Alors, qu'est-ce qu'on a en rare à l'intérieur de nos axiomes? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un deuxième Gibil. Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui se définit. C'est-à-dire que Gibil, ayant besoin de permanents pour créer ses 2-2-2, on va avoir la possibilité de le faire avec beaucoup de nos permanents qu'on a réussi à récolter jusqu'à présent. Donc là, on va commencer à essayer de les chercher, nos permanents, et d'identifier où ils sont. On en a un qui se trouve à l'intérieur de Bravos, on en a 2 qui se trouvent à l'intérieur de Izmir. Je pense qu'on en a 2 qui vont se trouver à l'intérieur, oui, on en a 2 qui vont se trouver à l'intérieur de Hordis, et on va voir dans le reste des classes. Donc Gibil, on en a déjà parlé, très fort. Skadi, c'est une top carte. Vraiment, j'ai très très envie de jouer Skadi. Le sabotage plus l'épuisement, c'est vraiment très costaud. Blizzard, bon bah voilà, hein, c'est l'un des sorts de contrôle qui vous fera le plus de dégâts à votre adversaire. Vous bannissez toutes les cartes, enfin vous mettez en réserve toutes les cartes d'une expédition et vous les bloquez pour ce tour-ci. Il y a beaucoup d'adversaires qui ont pleuré en face de cette carte lors de mon AP. Ensuite, on a une petite fille aux allumettes. Ça, c'est une carte en laquelle je fondais pas mal d'espoir. En fait, il s'avère que c'est pas une super carte, donc il s'avère que ce sera probablement une bonne carte en construit, pas forcément dans la situation d'une AP.
Et ensuite, donc pour ce qui est du reste, donc on a un éclaireur. Donc l'éclaireur, c'est vraiment quelques statistiques, ça coûte pas cher de la réserve, donc plutôt fort en sous-bâche peut-être. Petite fille aux allumettes version 2, donc déjà on aura du mal à jouer la rare, on ne jouera pas celle-ci non plus. Livraison gelée, qui est une carte qui va nous permettre de faire rafraîchissement plus ravitailler. C'est une carte qui coûte 1, c'est un sort, ça nous permet de faire un après-vous en ravitaillant, plus rafraîchir une de nos cartes éventuellement qui aurait été épuisée. C'est plutôt pas mal, c'est une bonne carte. Porteuse intrépide, c'est une très bonne carte. Le ravitaillement épuisé qui nous permet de récupérer des options pour le tour d'après. Vaike, je ne sais pas si on va jouer cette partie-là. En tout cas, ça peut être assez surprenant pour nos adversaires de voir qu'on est capable de jouer les cartes épuisées. Souvent, c'est une stratégie qui va être choisie par vos adversaires, donc de vous priver de certaines cartes. Si vous jouez Vaike et que vous êtes capable de jouer ces cartes-là, vous allez souvent mettre des mots de crâne à vos adversaires. Le macareux, c'est un petit peu la même chose. On va pouvoir redresser une carte en réserve. Je pense que sur cette extension, ces cartes-là qui coûtent pas très cher et qui ont des statistiques qui sont correctes, avec cet effet-là qui permet de redresser une carte, ça va être très fort. Parce qu'en fait, très souvent, vous allez vous faire bloquer vos options par vos adversaires. C'est naturel, c'est ce qui est envisagé dans l'extension. On fait confiance au game designer sur le fait que si ça a été imaginé, ça fonctionne. Donc effectivement, ce genre d'effet pour moi va être assez fort. Enfin, on repasse sur nos amis les permanents. On a une galerie saisie par les glaces, chouette. Donc lorsqu'une carte est mise en réserve depuis ma main ou mon deck, je gagne un compteur épreuve. Ça c'est une carte qui est une dinguerie avec sous-bâche. Vous arrivez avec sous-bâche, vous payez son pouvoir, vous mettez une de deux et en fait ça vous met aussi le compteur parce qu'en fait vous mettez une carte à l'intérieur de votre réserve et un compteur sur cette carte, plus une de 2 sur le board. D'un coup, sous-bâche devient nettement plus forte avec cette carte. Le recycleur gelé, à midi il ravitaille épuisé et on peut garder une carte de plus en réserve si elle est épuisée. Bon bah là on voit très facilement qu'on a aussi ces deux cartes qui vont fonctionner ensemble. La galerie et le recycleur, c'est deux choses qui vont très très bien se mettre l'une avec l'autre. On a un autre Gibil, cette fois-ci la version commune, donc on aurait deux rares et une commune de Gibil. Je commence à me dire que tout ce qui est Axiom, je vais être aussi plutôt enjoué à l'idée de le jouer. Donc on va avoir un prototype défectueux qui va nous permettre de sacrifier une plante ou un permanent, et si on veut pas le faire, on sacrifie cette carte. On déteste ça clairement dans un deck de scellé, on n'aime pas du tout cette carte. Le feu follet qui va permettre de mettre la brouille chez l'adversaire. On aime bien cette carte, hein. Vraiment c'est une très bonne carte qui va permettre de dire en gros vous ne pouvez avancer que sur la forêt. Ça équivaut en fait à avoir pour 3 une 3-3-3 et pour 2 une 3-3-3, hein. Vraiment c'est ça que ça veut dire en fait concrètement. Donc c'est vraiment très fort et vous ne devriez pas ignorer cette carte là. Elle a vraiment beaucoup de potentiel. On a ensuite le puissant Simbi, qui est en fait du ramp. Donc lorsqu'une une de nos expéditions, son expédition pardon, avance grâce à la forêt, on peut le mettre à l'intérieur de la zone de mana, donc c'est plutôt fort. Opératrice Ordis, c'est une carte qui va permettre de donner l'effet charge. Je crois qu'on l'a déjà vu dans l'un de nos paquets précédents. On va pas en parler vraiment plus, mais en tout cas, on l'a une deuxième fois. On va peut-être pouvoir aussi essayer de faire quelque chose autour de ça. Ensuite, on a les haricots magiques. Un personnage ciblé dans l'expédition gagne un boost. La région est donc forêt en plus de tous ces autres types. Ok. Semer, qui est une carte qui va permettre de donner un boost, même de donner deux boosts, parce qu'en fait, en gros, vous jouez le sort, vous sacrifiez la carte pour son effet de support, et donc pour un, vous avez deux boosts. C'est plutôt correct. Le deuxième puissant Simbi, cette fois-ci en version commune, cette fois-ci, vous pouvez le sacrifier pour piocher une carte. Bon, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Je sais pas. On a le Liechi. Liechi, c'est une carte qui a été surprenante et qui a fait pas mal de dégâts. En gros, pour chaque expédition, même celle de votre adversaire en forêt, vous gagnez un boost. Donc ça peut rapidement chiffrer. C'est quand même une carte qui a beaucoup de potentiel, Liechi.
Yeti, qui a été une carte qui n'a pas vraiment donné son full potentiel sur cette AP. Je suis persuadé que cette carte-là, elle est pas si forte. Après, il y a peut-être moyen de faire des choses très très correctes avec, mais toutes les fois où je l'ai vu jouer, ça s'est pas soldé par des résultats positifs pour les adversaires. Saskia, c'est une carte vraiment top. Le problème, ben, c'est qu'on n'a pas Kojo. Kojo, c'est vraiment la meilleure des situations. En fait, vous jouez ça au tour 1, Saskia, vous avez une 2-2-2 qui va permettre de donner 2 boosts à une autre créature. La version rare, elle est incroyable. La version rare, elle permet de faire 2-0, parce qu'en fait, ça cible l'ensemble des personnages. Donc si vous avez ça plus un Kojo, ou ça plus un Sigismar, c'est très fort en fait. Au tour 1, vous jouez ça et vous faites donc bah, ici une 4-4-4, et de l'autre côté une 4-4-4 aussi. Autant vous dire qu'il n'y a pas de cartes qui peuvent venir contester ça au tour 1, et ça vous fait bien un 2-0 pour une seule carte, en tout cas avec Kojo, et probablement un 1-0 ou un 2-0 avec Sigismar. C'est quand même très fort. Bon, là, c'est la version commune, hein, celle qui va permettre de donner 2 boosts à une créature. Bah, ça reste quand même très fort, surtout avec Sigismar, donc ça se réfléchit pas mal. Le champignon exténueur qui va permettre de endormir une carte qui coûte 4 ou moins. Bon, ok. On a une Taiga saisie par les glaces, un nouveau permanent. Celui-ci est vraiment très fort. Lorsque je joue une créature, un personnage en forêt, alors je gagne un compteur. Lorsque j'en ai 3, j'ai une 5-5-5 et surtout, il est ancré. Donc vous avez une 5-5-5 sur 2 tours. Déjà, vous allez voir pendant vos drafts ou pendant vos CD que avoir une 5-5-5 à un moment, c'est déjà très fort. En avoir une sur 2 tours, c'est vraiment excessivement fort. Par exemple, je vous ai déjà parlé précédemment du Ebenezer, j'y reviens, je vous remets la carte, elle est ici. Le Ebenezer, qui a son petit effet de support, bien cet effet de support, moi j'adore l'utiliser sur les dragons. En fait, les dragons, ils coûtent moins de 4, hein, c'est des tokens, donc ils coûtent 0. Et en fait, ça vous permet de garder vos dragons plus d'un tour. Clairement, c'est effrayant, c'est superbe comme effet, donc on adore. Vraiment une des meilleures cartes en termes de saisie par les glaces. Il y a quand même pas mal de cartes avec du potentiel à l'intérieur de ça. Est-ce qu'il y a plus de potentiel qu'ailleurs? Je sais pas, on va checker quand même la dernière partie. Donc on a un bonhomme de neige pour Lyra. Donc le bonhomme de neige, il gagne Fugace. Est-ce qu'on a envie vraiment d'avoir une carte qui va gagner Fugace 2 fois sur 8? Je suis pas sûr et certain. Donc bon voilà, c'est un très bon tour 1. Mais bah, ça va nécessiter de jouer un petit peu autour de la présence ou non de l'eau. Bon, c'est pas une mauvaise carte. Niala, c'est vraiment une très très mauvaise carte. C'est une carte qui a vraiment fait des catastrophes parce qu'en fait, lorsque vous lisez son effet, ici vous avez donc un ravitaillement épuisé. Sur la rare, c'est déjà pas mal. Vous avez le ravitaillement épuisé. Mais surtout, l'effet flèche, ici, il est obligatoire. Donc en fait, il n'y a pas marqué vous pouvez, il y a bien marqué échanger une carte ciblée de votre réserve avec une carte de votre main. Vous jouez ça, vous devez nécessairement échanger une carte de votre réserve avec votre main. Et ça, bah, c'est vraiment catastrophique parce que les cartes que vous gardez à l'intérieur de la main, vous voulez les garder dans votre main. C'est très très rare que vous vouliez les mettre en réserve, donc c'est vraiment pas une carte qu'on va vouloir jouer. On a ensuite le cri de ralliement qu'on a déjà vu. La seule chose, c'est que ici on va avoir la possibilité d'ancrer un personnage s'il était endormi. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de cartes qui vont nous endormir? On va voir que c'est pas forcément vraiment le cas. On a un Seringar. Seringar, donc on l'a déjà vu, c'est une carte qui va permettre de piocher, toujours bien dans des decks de limités, d'être capable de piocher. Et ensuite, donc les communes. L'entasseur Magpeng, donc ici on a 2 cartes, on gagne un boost et fugace. C'est un petit peu le même problème que ce qu'on a sur le bonhomme de neige. Ce qui va en fait être fugace à certains moments et on veut pas forcément des cartes fugaces, on veut pouvoir les rejouer nos cartes. On en a un deuxième. On a le commando boule de neige qui va nous permettre d'épuiser une carte mais surtout de donner une chance à l'adversaire d'épuiser l'une de nos cartes. Pas vraiment fan de cette carte là. On a Nissé
qui est l'une des cartes que j'adore de cette extension. On lance un dé, peu importe le résultat, on va ravitailler, soit ce sera un ravitaillement normal, soit un ravitaillement épuisé. Les statistiques sont bonnes, on aime bien. On en a même deux, donc là ça commence à être sympa. Une deuxième Niala, alors déjà on ne jouait pas la version rare, je vous laisse imaginer qu'on va absolument pas jouer la version commune, on déteste. Le tour de passe-passe qui est quelque chose qui va permettre d'échanger un personnage avec une carte de la main. Donc on ne peut pas récupérer un sort, on est obligé de récupérer un personnage. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Je suis pas sûr et certain qu'on fasse beaucoup de valeur avec ça. On a Douce Nuit qui va nous permettre soit d'ancrer, soit d'endormir un personnage. Alors en dernier recours, pourquoi pas, mais je suis assez persuadé que ça va être pas forcément le genre de carte qu'on va vouloir jouer. Briser la glace, c'est une excellente carte, c'est vraiment une top carte, c'est un sort de removal qui va coûter que 2 si jamais on a des statistiques de base à 0, donc bon, ça va très très souvent être le cas en Lyra. Donc ouais, c'est une très bonne carte. Tous les removals de toute façon sont très bons. Un deuxième petit bonhomme de neige. Et on revient sur notre premier bonhomme de neige. Donc ici, on a maintenant une vision assez complète de nos cartes. On va déjà éliminer ce qu'on ne souhaitera absolument pas jouer. Moi déjà, je sais, en ayant vu les cartes qu'il y a à l'intérieur, que Fen a l'air un peu plus faible. C'est une certitude, donc je mets vraiment Fen de côté. De ce que je me souviens, Moona était pas non plus incroyable, j'avais pas non plus de top carte à l'intérieur. Il me reste donc 4 classes. Ici, on va aller fouiller un petit peu pour voir nos amis les permanents. On en a 2 à l'intérieur de cette classe. On en a 2 à l'intérieur de cette faction. 2 à l'intérieur de cette faction et 1 à l'intérieur de cette faction. Donc en gros, si on veut avoir le maximum possible de repères, eh bien on va devoir jouer ces 3 classes plutôt que celle-ci. Même si le pic saisi par les glaces, c'est vraiment très fort dans le sens où ça se déclenche tout seul en fait. C'est lorsque une carte gagne fugace, donc mécaniquement vous allez en avoir plusieurs des cartes qui vont gagner fugace naturellement, et donc ça va vous permettre de faire l'effet sans même avoir à le chercher. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, vu que on a réussi à avoir à l'intérieur de nos decks beaucoup de Gibil. Bien, on va essayer d'aller chercher des permanents pour rendre cette win condition possible. Et donc, on va ignorer la partie Bravos. La première étape, donc la étape suivante, c'est de voir avec les 3 couleurs qu'on a, qu'est-ce qu'on peut jouer. Bon là, le choix est facile en fait. On pourrait jouer du Axiom. On n'a tiré aucun héros Axiom. On pourrait jouer du Izmir, mais on n'a pas tiré de héros Izmir. Il nous reste donc que la possibilité de jouer les héros de la classe Ordis. On va pas jouer Gulrang, donc on est plutôt content de pouvoir jouer Sigismar. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas Sigismar? Si j'ai pas Sigismar, je pense que je change mon fusil d'épaule et que je laisse peut-être le violet ou le bleu pour une autre couleur. Donc pour essayer d'aller jouer peut-être Basira ou Rin ou Argent ou Fen. Mais en tout cas, je ne veux absolument jamais jouer Gulrang. Donc ce serait ma seule possibilité. Imaginons si ça c'était un 3e doublon de Argent. Je ne veux jamais jouer Gulrang, donc je ne le jouerai pas. Je me prive plutôt de cartes pour essayer d'avoir un héros potable. Mon héros, on va dire que j'aurais envie de jouer, ce serait probablement Basira. Basira ou Rin, un des deux. Vu les cartes que j'ai eues, je pense que je partirais davantage sur Basira. Une fois qu'on a réalisé ce petit préalable donc de savoir quel était le héros qu'on allait jouer, on va s'intéresser au nombre de cartes qu'il nous reste. Parce que là, il se peut qu'on n'ait pas assez de cartes ou il se peut qu'on en ait trop. Si on n'en a pas assez, on est un peu embêté. Si on en a trop, va falloir faire du tri. Donc ici, allons-y. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 40. On a 10 cartes à retirer. On en a même
11 parce que on a notre héros qui donc va nous permettre de récupérer une carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va parcourir chacune des couleurs et essayer de voir qu'est-ce qu'on a envie de jouer et qu'est-ce qu'on a peu envie de jouer. En fait, il va y avoir 3 catégories. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne et ça a prouvé à de multiples reprises que ça fonctionnait. Donc ici, je vais avoir, on va commencer avec, on va commencer avec Ordis. Je vais avoir d'un côté les cartes que je veux absolument jouer. Au milieu, je vais avoir les cartes sur lesquelles je suis pas sûr à 100% que je veuille les jouer. La superviseuse, voilà, la superviseuse, je suis typiquement pas sûr que je vais la jouer. Et les cartes que je suis sûr de ne pas jouer. Par exemple, le cri de ralliement, pour moi, ça c'est une carte que je ne jouerai jamais à l'intérieur de mon deck. Je la trouve vraiment pas folle. Donc ici, eh bien, on va continuer ce petit tri. Donc, Benzaiten, je suis pas sûr. La casse-prison, c'est sûr. Opératrice Ordis, moyen sûr. Dondachen, c'est sûr. Valemon, on ne jouera jamais. Limier, on va le jouer. Les phalènes, lanterne aux phalènes, vu la manière dont c'est organisé, on ne le jouera pas. Le Scrooge, on va le jouer. Gibil, on va le jouer. L'armurerie mobile, on va le jouer. Et le lac saisi par les glaces aussi. On va faire exactement la même chose avec les autres classes. Donc, hop, je vais classer ça là, ici, de ce côté. Hop. Donc ici, on a un gel qu'on va vouloir absolument jouer. Bella Senka, je pense que je vais le jouer. Aruru, c'est rien de garanti. La nuée, on veut la jouer. La larve, c'est pas dit que je veuille la jouer. Même c'est vraiment pas dit du tout que je veuille la jouer. Ça, je sais pas. La Reine des Neiges, je jouerai vraiment jamais cette carte-là. J'aime pas du tout. La porteuse, on veut la jouer. Bella Senka, on veut le jouer aussi. Un col saisi par les glaces. Givre et Nilam. Le Nilam, on va se poser la question. Et le Givre, eh bien, oui, j'ai envie de le jouer quand même. C'est une des rares du deck, donc ça semble quand même donner assez envie. Donc, on va essayer de garder la même organisation. Donc ça, c'est les cartes qu'on jouera pas. Voilà. Hop. Et ça, c'est les cartes qu'on joue. Boum. Et dernière classe. Hop. Même concept. Valky, je suis pas sûr. Macaro, je suis pas sûr. Livraison, je vais absolument le jouer. Ça, je vais absolument le jouer. L'éclaireur, je le jouerai pas. La petite fille aux allumettes, je la jouerai pas. Probablement pas d'ailleurs. Le blizzard, je le joue à 100%. Petite fille, on ne joue pas. Gibil, je le joue à 100%. Skadi, je le joue à 100%. Et les deux permanents que je joue à 100%. Désormais, on va faire exactement le même exercice que tout à l'heure. Comptez les cartes. On est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 3. Donc il va nous falloir rentrer davantage de cartes. Pour ça, on va aller regarder à peu près qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur de nos cartes qu'on n'était pas sûr de jouer, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et qu'on voudrait rentrer. Déjà, moi je vois Aroro. Aroro, pour moi, ça me semble jouable. Je vois le Nilam. Le Nilam, c'est un permanent, donc je me dis que j'ai envie de jouer ça. Ça en fait 2 de plus. Le Macareux, pour moi, c'est une carte qui peut être jouable. Et Valky aussi, pour le coup. On a un Benzaiten, c'est une bonne carte. Et puis, on pourrait aussi avoir le choix, par exemple, avec une superviseuse d'Ordis. Superviseuse d'Ordis, c'est très fort. L'opératrice d'Ordis, je pense que je vais la laisser de côté. J'aurais même peut-être pu la mettre sur ce paquet-là, sur les cartes que je vais pas jouer. On est à 6 cartes de plus, il nous en faut 5. On va essayer de réfléchir un petit peu. Et donc, on a probablement le macareux qu'on va retirer. Et donc là, en fait, concrètement, naturellement, le deck contient le nombre de cartes dont on a besoin. Donc, si on recompte avec ces cartes-là, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, il nous en manque un. Hop, le macareux revient dans la partie. On est à 29 cartes. Dernière étape pour que votre préparation soit parfaite et que vous soyez capable de voir si vous avez des problèmes à l'intérieur de votre deck, bien ça va être de regarder la curve et l'organisation entre les sorts, les permanents et vos personnages. Pour ça, vous allez faire 3 lignes comme ça. Donc la première qui va contenir les permanents, la deuxième qui va contenir les sorts, la troisième qui va contenir les personnages. Et vous allez les classer par mana.
Donc ici, hop, on est à 4, là on est à 6, là on est à 2, là on est à 3, etc. Donc l'idée, c'est d'être capable d'analyser rapidement quelle est votre curve et combien vous avez de sorts, combien vous avez de créatures, etc., etc. Donc regardons un petit peu notre paquet de cartes et analysons. Donc ici on voit qu'on a 6 permanents, c'est un peu plus que ce qu'on aurait envisagé, mais sur cette extension, les permanents, on peut aussi les considérer comme à moitié des créatures. Ça va faire des 5-5, ça va faire une 5-5 aussi, ça va faire des 2-2, et ça va faire une 1-1. Donc en fait, vraiment, tous les permanents, ils vont vraiment nous amener aussi des ressources en termes de créatures. Pour ce qui est des sorts, bah, il faut vraiment que des trucs qui sont très forts. Et là, c'est le cas, on n'a pas beaucoup de sorts, mais la nuée, le blizzard, le gel, la case, et ça qui va nous permettre soit de bloquer, soit d'aller récupérer des situations agréables, c'est pas mal. Et on a bien une curve à 3 qui est correcte. Comment ça se passe, imaginons, si je me rends compte que j'ai trop de permanents, ou trop de sorts, ou trop ou pas assez de créatures? Il y a deux possibilités. Soit je retourne piocher à l'intérieur des cartes que j'ai mis de côté parce que j'avais pas forcément envie de les jouer. Soit en fait à ce moment-là je recompte les cartes que j'ai. Donc ici on va aller faire on va refaire un petit tri. Donc là en fait on organise par couleur. Donc on regarde un petit peu le nombre de cartes qu'on a dans chacune des catégories. Ici on a 8 cartes. Donc on peut directement dire que celle-ci va probablement y en avoir moins qu'ailleurs. Ici, on a 2, 4, 6, 8, 10 cartes. Et là, on va en avoir 12 mécaniquement. Enfin 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc on va jamais, en tout cas là dans la situation actuelle, et vu qu'on a un Sigismar, on va garder le bleu. Donc ça, c'est obligatoire. Étant donné l'organisation générale de notre paquet, on va aussi garder le marron. Pourquoi? Parce que dans le marron, en fait, on a plus de cartes, donc on a considéré qu'on avait plus de cartes utilisables à l'intérieur de cette classe. Donc si jamais je me retrouve dans une situation difficile et que je suis vraiment pas sûr de mon paquet, là ici, vous voyez, j'ai donc un ensemble de 2, 4, 6, 8, j'ai 9 cartes quand même à remplacer. Là, je serais pas du tout arrangé si ça se produisait. Et en fait, il faudrait que j'aille fouiller à l'intérieur de ce que j'ai pour voir est-ce que je peux avoir 9 cartes pour remplacer. Ici, je jouerais par exemple Serinjar, je jouerais Skadi, je jouerais peut-être Amarok, probablement le Geyser. Le pic, je le jouerais à coup sûr. J'aurais peut-être la paire de bottes. Et du coup, je serais à 2, 4, 6, 8, donc je jouerai la deuxième paire de bottes. Ça me ferait quasiment jouer l'intégralité de toutes mes cartes Bravos si je devais remplacer. Pas idéal, mais pour le coup, si on regarde un petit peu ce qu'on est en train de jouer, on n'est pas forcément malheureux. De la même manière, je pourrais regarder avec les autres. Je jouerai ici pas grand chose. Liechi peut-être, Saskia. Donc ça, pour le coup, aucune chance que je joue le vert pour essayer d'améliorer ma situation. Et je pourrais aller voir pour ce qui est du rose. Donc on a le bonhomme de neige qu'on pourrait jouer, Seringar qu'on pourrait jouer, les MacPen qu'on pourrait éventuellement jouer, c'est plutôt du milieu, les Denisé, c'est sûr. Le brise et la glace, c'est le deuxième bonhomme de neige. Donc ici, en fait, on serait à 6 cartes. Donc l'idée, voilà, c'est si jamais vous êtes un petit peu en galère et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de cartes, il vous faut aller checker, comme ce que je viens de faire, dans les autres classes que vous avez, combien de cartes est-ce que vous joueriez si vous ignorez la plus petite de vos factions. Donc là, je serais assez embêté, on va pas se mentir, dans le sens où mes 3 factions que j'ai choisies sont très bien réparties. Donc j'ai vraiment à peu près le même nombre de cartes pour chacune des 3. Habituellement, vous aurez 2 factions avec pas mal de cartes et une faction avec un peu moins de cartes. La dernière chose qui va me manquer, c'est l'unique. L'unique, elle est ici. Donc maintenant, je vais vous montrer son effet. Alors, cette unique, c'est une 3-3. Donc qui va faire une 3-3-0 qui va me permettre de payer 1 et si je le fais je peux épuiser une carte ciblée en réserve et puis de la main je peux payer 1 et si je le fais je peux défausser un permanent ciblé. Bon, c'est pas une top unique mais ici je vais valoriser
une chose, c'est son deuxième effet. C'est-à-dire que le premier effet, je vais pas le faire, ou très très rarement, à moins de pouvoir déclencher un dragon par exemple. Et là, dans ce cas, je vais payer le mana additionnel. Mais c'est aussi une carte qui va être assez utilitaire. Elle va soit épuiser une carte en réserve, soit en fait détruire un permanent. Et vu le nombre de permanents qu'il y a à l'intérieur de cette extension, ben, je me dis que le 1 mana payé en plus de la main, donc 4 pour une 3-3-0 qui détruit un permanent, bah, ça peut aussi être une manière de gagner une partie en évitant par exemple de déclencher un permanent qui invoquerait une 5-5-5. Donc ouais, vraiment, on adore ce genre d'effet. Et bah, même si c'est pas une top carte, bah, je pense que celle-ci, on va l'intégrer à notre paquet de cartes et donc on va retirer une carte. Ça va être plutôt évident, hein, c'est le macareux qui va sortir parce que le macareux, on en avait déjà parlé, il était plus ou moins dans la liste des cartes qu'on ne voulait pas forcément jouer. Après, eh bien, c'est un petit peu au feeling de votre deck. Est-ce que vous avez envie d'affaiblir un petit peu la courbe et d'avoir des cartes qui coûtent un peu moins cher? Ben, vous pouvez aller repiocher à l'intérieur. La superviseuse d'Ordis, par exemple, la superviseuse d'Ordis, elle peut très bien se changer pour un macareux. Donc, il y a pas mal de choses. On peut aussi basculer et avoir un petit peu plus de draw avec le renfort. Donc, ça permet en fait d'avoir aussi des possibilités de changer. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est la dernière chose que je vais vous communiquer avant de clôturer cette vidéo, c'est que bah, vous avez la possibilité de changer votre deck pendant l'AP. Donc si vous vous rendez compte que bah, vous aviez une idée et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, eh bien vous avez la possibilité de venir altérer votre deck avec toutes les cartes qui sont disponibles. Donc vous pouvez même repartir sur un héros différent, une nouvelle couleur qui n'est pas encore dans votre deck. Bref, il n'y a pas de limite. Vous pouvez refaire votre deck quasiment de zéro. Et donc, ben, ça vous permettra d'affiner un petit peu et d'avoir un meilleur deck. Ce deck-là, moi, je le trouve très fort parce que il va être plutôt bien construit autour de l'abondance de permanents. Les Gibil et Benzaiken qui vont être les win conditions en fait de notre deck, clairement. Nous on arrive au tour 6 et on joue des 9-9. En plus de ça, bah, tous les permanents qu'on a sont excessivement dangereux et on va probablement les avoir vu le nombre qu'on en a. Tout le reste des cartes qu'on va avoir est juste là pour limiter l'avancée de notre adversaire. On a des gros sorts qui vont nous permettre éventuellement de conclure la partie. Et puis on a aussi des gros removal, genre le blizzard, qui vont nous permettre aussi de pouvoir éventuellement gagner la partie. Donc en fait là on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Il y a même certains cas où on pourrait partir sur des plans aggro. Avec par exemple le Nilam qui peut être une carte qu'on va jouer assez tôt dans la partie et qui va nous permettre de mettre beaucoup de pression à notre adversaire en se servant de l'ensemble des mécaniques d'épuisement qu'on a à l'intérieur du deck. Donc c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Voilà, je trouve que le deck est plutôt intéressant et que bah, cette extension justement pour tout ce qui est limité, bah, c'est une très très bonne expérience. Je me suis vraiment régalé à drafter. J'en profite avant de vous quitter car bien sûr bah, avec mon 3-2 j'ai récupéré quelques cartes en plus et je vais vous montrer bah, la petite unique qu'on a eu à l'intérieur qui est pas une mauvaise unique, un prototype défectueux qui va nous permettre donc soit on sacrifie un robot ou un permanent et donc elle ne gagne pas fleeting, sinon elle gagne fleeting. C'est une 5-5 avec des statistiques démentielles, une 7-6-7. Si elle était fleeting, elle pioche une carte. Donc c'est une carte qui va se remplacer. Vous la jouez, elle se remplace. Donc c'est vraiment très très fort. J'adore cette carte-là. Je pense que si j'avais eu cette carte à la place de mon unique, j'aurais 100% joué cette carte à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une très très bonne carte. J'avais une dernière petite thématique à aborder, donc au sujet notamment des uniques sur cette extension. On en a vu pas mal hier lors de notre AP, et ça nous a permis de nous rendre compte qu'effectivement le niveau des uniques globalement est jouable. Vous avez vu que même l'unique moyenne qu'on a est quand même relativement jouable, mais il reste quelques uniques excessivement fortes. Moi je perds une partie sur une unique clairement. Pas que sur cette unique, mais l'unique toute seule fait vraiment très très mal, surtout deux fois. Et une des choses qu'on a remarqué, c'est que maintenant on a beaucoup plus de cartes jouables et beaucoup moins de cartes mauvaises et beaucoup moins de cartes aussi très bonnes. Donc
C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire que pendant vos sélections de cartes, vous n'allez pas nécessairement devoir jouer vos uniques. Ici, moi, je joue mon unique parce que je trouve que son effet pour les permanents est intéressant et qu'elle s'articule bien avec mon deck. Elle a des statistiques qui sont pas trop mauvaises, mais je pourrais très facilement me passer de jouer cette unique pour jouer plutôt une rare ou une autre carte plus intéressante. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Vous devez essayer de ne pas vous focaliser sur le fait que vous avez une unique et vous voulez absolument la jouer. Moi, ce que je conseille de faire, c'est exactement ce que j'ai fait au début de la vidéo, c'est-à-dire de cacher votre unique et de ne pas la prendre en fonction dans les choix de couleurs que vous allez faire. D'essayer de ne pas vous altérer votre choix en mettant votre carte à l'envers pour être sûr et certain de ne pas l'avoir. Puis ensuite, vous verrez ce que vous pouvez la jouer au moment où vous faites votre choix entre les différentes classes. C'est-à-dire que vous classez toutes les classes, vous faites vos étapes, et puis une fois que vous avez fait vos étapes, là, vous réintégrez votre unique et vous dites, bon, est-ce que ça change quelque chose si j'ai mon unique à l'intérieur de la couleur? Si c'est oui, alors vous faites votre réorganisation. Si c'est non, vous savez que vous ne devrez pas jouer votre unique cette fois-ci. Ça n'est pas grave. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est, j'espère, un épisode qui aura été intéressant pour vous. Et je vais m'organiser pour la semaine prochaine, vous produire le reste des vidéos d'analyse. Et je vais le faire un petit peu différemment. J'avais prévu de le faire à la base par couleur. Je me rends compte que ça va pas avoir beaucoup de sens. Donc ce que je vais vous proposer davantage, c'est de faire ça par permanent. D'abord, on va commencer par classer tous les permanents et essayer de voir les permanents qui sont très forts. Puis ensuite, on fera ça avec les sorts. Puis ensuite, on fera ça avec les créatures à moins de 3 manas. Puis ensuite, avec les créatures à plus de 3 manas. Et donc, normalement, on aura une vue assez complète des cartes fortes et des cartes moins fortes. Donc, on repassera sur certaines cartes que on a déjà vues à l'intérieur de la classe Axiom, mais je pense que ce sera plus bénéfique de faire une présentation de ce type. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici, si vous êtes encore là. Et bien, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo de Drafterhead. Ciao, ciao!